Des Nets donc. Je suis du coup un petit peu pris, dans mes pinceaux. Est-ce que tu veux présenter un petit peu cette équipe des Nets, faire un petit peu le bilan de cette dernière saison des Nets, Jérémy? Je te laisse peut-être un petit peu plus en roue libre parce que je suis assez sécure quant à ta capacité à en parler au vu du fait que tu as écrit cette preview que je vous invite à aller lire dans le chat pendant le temps que je Ouais, fasse mes petits bah, c'est changements parti. de scène. Ah ben, alors, que dire cette saison? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées pour les Nets en l'espace de 1 an. Ils ont commencé la saison avec, cette grande question à laquelle tout le monde, attendait une réponse. Est-ce que Kevin Durant sera toujours Kevin Durant une fois qu'il reviendra de sa rupture du tendon d'Achille? La réponse fut assez immédiate. Oui, hein, il a fallu 2-3 matchs pour se rendre compte qu'il était toujours aussi effrayant et que cette blessure qui est censée, carrière de joueur et de basketteur, n'avait pas du tout amoindri le talent de Kevin Durant et donc ils sont partis avec ce duo qui, s'il était très efficace, se croisait un petit peu parce qu'on a eu des absences de Kyrie Irving, on a eu des absences et puis, ça a déroulé quand même jusqu'à mi-saison où on a vu les Nets vraiment changer et là devenir un véritable favori, absolu pour le titre avec, l'arrivée de James Harden et puis le recrutement de la trade deadline avec des beaux noms qui se sont rajoutés à celle du trio, que formaient, Kyrie Irving, Kevin Durant et James Harden. Puisqu'on voyait Blake Griffin débarquer, on voyait LaMarcus Aldridge débarquer et si c'est pas forcément des joueurs, qui étaient déterminants, pour le titre, c'était tout de même des joueurs qui apportaient une densité, à cette équipe de Brooklyn intéressante et qui permettaient notamment de se débarrasser de certaines rotations un peu gênantes comme DeAndre Jordan, bonjour à lui. Oui. Et puis au final, ça débarque en play-off avec très peu de sécurité parce que finalement je crois, que le trio a joué 7 ou 9 matchs ensemble, en saison régulière. Et puis ça débarque complet en fait sans vraie certitude, mais avec, celle d'avoir, un trio qui est historiquement fort, ensemble parce que c'est 3 joueurs dont les skill sets en fait, s'additionnent très facilement et ont tendance plutôt à se multiplier. Donc on a vu un premier tour face à Boston qui était pas vraiment, qui a pas été une grosse source d'information dans la mesure où les Celtics étaient décimés et que, les Nets ont plutôt déroulé sans trop de difficultés, en se faisant quand même bien étriller par Jason Tatum. Et puis arrivent les Bucks et la série, finalement a été, un peu démolie par les blessures, même si la série fut dantesque vu qu'on a eu, une série en 7 matchs et qui s'est jouée dans les ultimes secondes en prolongation. On a vu d'abord James Harden se blesser, pour une blessure qui aurait dû l'écarter des terrains pour toute la série. Malheureusement, on a aussi vu Kyrie Irving, tomber, face aux Bucks, sur une entorse et on a vu un Kevin Durant absolument stratosphérique qui a porté son équipe. Malheureusement, il lui a manqué, ou en tout cas, il lui a manqué, quelques centimètres, derrière la ligne des 3 points pour valider un tir qui aurait crucifié Milwaukee et qui aurait finalement changé, en fait, toute la saison. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu et Brooklyn a donc fini sa saison en demi-finale de conférence et a abordé l'été, je pense, avec, finalement très peu de questions, mais plutôt des ajustements à faire et des choix à faire sur qui conserver et qui, et qui laisser partir. Moi, c'est ce qui me frappe le plus avec ces Nets-là et cette fin de saison de leur part et cette post-saison de leur part, ces playoffs, c'est justement le fait que malgré cette défaite face aux Bucks, j'ai presque l'impression que c'est une des équipes des grandes gagnantes en fait de cette fin de saison. En fait, tant ils ont réussi à prouver à quel point ils pouvaient être dangereux et ils se sont même malgré la défaite en fait réussi à s'inscrire en tant que favoris pour cette conférence Est et pour les titres à venir. Et ça me frappe à quel point, malgré en fait cette défaite et le fait que les Bucks soient devenus champions, finalement les Nets ont presque volé la vedette. Tant voilà, KD a été impressionnant et tant du coup on peut s'imaginer en fait le potentiel de son duo avec James Harden ou de son trio plus hypothétique maintenant avec Kyrie Irving. On va peut-être passer directement au in and out, puisque tu parlais un petit peu de cette intersaison des Nets qui était un petit peu qui était clair d'intention et clair de ce qu'ils devaient faire en fait pour passer un step et
potentiellement voilà, prémunir un petit peu leur faiblesse. On va en parler de manière extensive, ça va être un peu l'objet de cette preview et tu le précisais vraiment parfaitement dans cette preview que je vais partager tout de suite à l'écran. Le in and out comme d'habitude et vous allez le voir, c'est plutôt chargé en termes de départ et d'arrivée. Vous voyez, les lignes sont complètes. Donc, alors, dans le désordre, on voyait les départs de DeAndre Jordan. On l'a salué tout à l'heure, tu as bien fait. Mike James, Spencer Dinwiddie également partait. Jeff Green est en direction des Rocheuses à Denver. Ça nous fait très plaisir personnellement à moi et Jérémy. Shamet partait également. Timothée Luwawu-Cabarrot, le français, était sur le départ. Tyler Johnson, Reggie Perry, Chris Chiosa, Alice Johnson et Jail Okafor faisaient leurs valises également. Les arrivées: Patty Mills, excellente signature, on en parlera rapidement juste après. LaMarcus Aldridge qui revient du coup de retraite après, voilà, c'est ces déboires médicaux qui finalement s'arrangent pour lui. On voit aussi arriver Paul Millsap, dont on pourra parler en tant que fan de Denver. Javon Carter, James Johnson, Sekou Doumbouya, le français, atterri aux Nets. Cameron Thomas, Day'Ron Sharpe, dont Cam parle déjà un petit peu dans le chat. DeAndre Bremby, Devontae Cacok et David Duke Jr. Alors ça, pour le coup, par contre, clairement, je ne les connais pas. Bref, des Nets du coup qui étaient actifs dès la draft. C'est aussi ça en fait, c'est aussi très important mine de rien pour des contenders qui n'ont que peu de budget d'être très actifs sur la draft, puisque ce sont des profils potentiellement qui pourront apporter sans coûter un bras. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir ce genre de profil là, et les Nets ne s'y trompaient pas en sélectionnant plusieurs joueurs à cette draft. Est-ce que tu peux en parler rapidement, Jérémy? Alors ouais, très rapidement, en premier lieu, ils ont pris Cameron Thomas. Il y a du monde devant lui. C'est un arrière qui est, je pense, un shooter assez prolifique. Malgré tout, qui prend des shoots assez casse-croûte et qui a pas une réussite fabuleuse. Par contre, il a, dans sa gestuelle, des choses assez intéressantes qui pourraient laisser penser que s'il y a des blessés, ça pourrait être le genre de joueur qui sort une quinzaine, vingtaine de minutes, par séquence et qui peut prendre feu certains soirs et contribuer à rendre cette équipe très dure à défendre. Maintenant, il est très limité, de l'autre côté du terrain et son jeu a besoin d'être épuré, donc je pense pas que ce soit une option immédiate. Et ensuite, on a Day'Ron Sharpe. Alors Day'Ron Sharpe, c'était intéressant parce que, de ce que j'ai pu lire, c'est un profil qui est plutôt défensif, c'est un profil qui est plutôt costaud, qui ressemble un petit peu, à Nick Claxton, mais peut-être en moins mobile. Donc ça peut être le genre pareil de joueur de complément qui, va prendre quelques minutes en temps dans la saison et qui d'ici, 1 an ou 2 pourra devenir une rotation régulière de l'équipe s'il arrive à faire la transition vers la NBA. Donc voilà, on a 2 jeunes qui effectivement peuvent compléter de manière intéressante, l'effectif et permettre à cette équipe des Nets qui en tout cas l'an passé, a vu beaucoup de joueurs passer et beaucoup de joueurs s'implémenter dans la rotation. Ça donne, du grain à moudre, à Steve Nash et son équipe. C'est Cam qui dit dans le chat, pardon, Day'Ron Sharpe, ancien pivot de North Carolina, est un fit parfait dans cette équipe qui manque cruellement de taille. C'est vrai que c'était un des chantiers pour les Nets en fait de muscler un petit peu leur raquette. Comme le dit Sixers, il fallait le tonton, hein, bien évidemment, le tonton dans la raquette. Je pense que personne chez QI ne me contredira là-dessus. Il y avait ce besoin potentiel de renforcer cette raquette-là. On a vu surtout qu'il y avait les départs de DeAndre Jordan et de Jail Okafor qui ne donnaient que peu d'assurance à ce niveau-là, hein. DeAndre Jordan malheureusement a bien vieilli et Jail Okafor n'a jamais été très bon défensivement dans ce secteur et c'est surtout des défenseurs que cherchent les Nets au poste de pivot. Bien sûr il y a Nick Claxton qui fait ce très bon boulot. Moi j'aime beaucoup ce joueur, très sous-estimé dans sa mobilité, etc. C'est un joueur très intéressant à suivre quand vous regardez les Nets. Je place un petit peu ça, mais à côté de ça voilà, il devait renforcer un petit peu ça et Day'Ron Sharpe fait partie de ces joueurs qui pourront apporter. Ensuite, c'est plus des paris, je trouve.
On parlait tout à l'heure de Paul Millsap, on parlait également de la Marcus Aldridge, c'est des profils de James Johnson aussi, de Sekou Doumbouya, c'est des profils soit un petit peu vieux, hein, pour pas dire vraiment très vieillissants, soit très jeunes comme Sekou Doumbouya qui ne donne que peu finalement de garantie. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ce renforcement de la peinture? Est-ce que c'est pas un petit peu potentiellement un petit peu trop sur le potentiel, ou en tout cas qu'il n'y a pas assez de garantie par rapport à ces joueurs-là? Toi t'es plutôt positif par rapport à Moi, tout ça? moi, je suis plutôt positif sur leur été parce que tu sais, quand ils ont abordé les playoffs l'année dernière, ma grande réserve, c'était est-ce que cette équipe des Nets, elle a, la solidité défensive et la capacité vraiment à jouer de manière cohérente, collectivement, alors que la plupart des joueurs se sont croisés pendant toute la saison. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, le trio marchait très fort en attaque et que certains joueurs comme Blake Griffin, comme Joe Harris, là-dedans, ils profitaient énormément de la force du trio. Et donc, finalement, de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin de cette continuité-là et donc de joueurs qui peuvent avoir des profils défensifs et prendre leur shoot sur les espaces qu'ils leur créent. Et je trouve que là-dessus, bon, déjà, ils ont gardé Bruce Brown, ce qui est une belle réussite, hein, parce que défensivement, c'est intéressant. Mais ils ont attiré, voilà, plein de profils qui peuvent matcher ensemble. Paul Millsap, avec Blake Griffin, ils peuvent donner quelques minutes à la Marcus Aldridge. Jevon Carter, ça reste un gros défenseur, extérieur. Donc je trouve qu'ils ont apporté plein de joueurs qui, dans leur skill set, sont très intéressants et qui ont pas besoin d'être finalement, au sommet de leur carrière. On peut penser à Paul Millsap, à Blake Griffin, à Lamarcus Aldridge, ou des joueurs qui sont peut-être effectivement pas des joueurs qui ont eu des responsabilités de manière très régulière dans les autres équipes, mais en même temps qui ont jamais eu des coéquipiers aussi forts et qui donc ont juste finalement à se concentrer sur ce qu'ils font bien et donc, avoir un peu le côté hustle, le côté défensif et prendre leur shoot, quoi. Et moi, je trouve, que leur recrutement, il est hyper cohérent et il est hyper complet. En fait, il y a pas beaucoup de bancs, d'équipes avec autant de entre guillemets «de stars» dans l'effectif qui sont aussi, aussi deep, je trouve. Donc, ouais, la profondeur, je trouve assez folle. Sekou Doumbouya qui bien évidemment est parti aux Lakers, je Oui. m'excuse de cette erreur. J'étais pas réveillé ce matin, je suis resté beaucoup trop proche de la preview. Euh, alors que il faut vraiment que je donne des capacités de modération à tout le monde, parce qu'on commence à se faire target par les bots, mais c'est signe de succès également, et donc du coup c'est plutôt cool. Petite parenthèse, voilà, par rapport au Twitch game. Je suis d'accord, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, en fait, je suis assez d'accord avec toi parce que c'est les Nets. Moi, je trouve qu'en réalité, même si je trouve aussi que les moves de cette intersaison sont plutôt à raison, c'est-à-dire ils sont assez intelligents pour en fait viser des secteurs de jeu qui pourraient un petit peu manquer ou qui seront toujours en fait nécessaires ou dont ils pourraient toujours avoir besoin. Je trouve que malgré tout, en fait, c'est parce que c'est les Nets qu'ils peuvent surtout se prémunir en fait de vieux briscards comme ça, qui ne peuvent finalement que jouer quelques minutes ou qui ne donnent pas forcément des garanties incroyables. Je trouve que c'est parce que justement ils ont un trio exceptionnel qui peuvent se permettre en fait d'avoir des rotations un petit peu moins sûres. Je dis ça en sachant qu'à côté de ça, des joueurs comme Joe Harris, des joueurs comme Patty Mills sont par contre des excellents role-players, des role-players plus quand tu essayes d'aller au titre. Et là, par contre, je ne veux pas du tout miner leur qualité, au contraire, ils sont excellents pour ça. Et après, de toute façon, tu en parles parfaitement dans ton article, que j'invite encore tout le monde à aller lire. Tu t'en parles parfaitement à quel point en fait l'équipe aussi et ce trio, on l'a peu vu, mais on le sait sur le peu d'échantillons qu'on a vu, et on sait que c'est très viable et absolument complémentaire. Ce sont des superstars qui, que ce soit Kyrie Irving, James Harden ou Kevin Durant, peuvent à la fois être élites dans tous les compartiments offensifs du jeu, et en même temps, et c'est là l'effet multiplicateur qui se coule en fait, surtout partager la gonfle et faire briller en fait leurs coéquipiers et des potentiels role-players, notamment au shoot à 3 points. On pense à Joe Harris qui, s'il a déçu pendant ses playoffs, peut aligner vraiment des statistiques au point et au shoot et à l'efficacité
assez exceptionnel en profitant de l'aimantation que chaque joueur du trio de stars de Brooklyn peut amener sur eux. Et on imagine très bien en fait ces Nets décoller encore une fois à l'offensive rating qu'ils ont été détruire en termes de record la saison passée, puisque ça a été l'offensive rating le plus haut de l'histoire. La défense dans tout ça, est-ce que tu vois un petit peu, moi on parlait un petit peu de Nicolas Claxton tout à l'heure, moi j'aime beaucoup ce joueur très mobile qui permet aussi d'avoir un petit peu d'intimidation au cercle avec Kevin Durant. Est-ce que c'est une question? C'est vrai qu'on a vu par exemple et on va y venir tout à l'heure par rapport à des Bucks, que c'était un secteur de jeu, encore une fois, qui pouvait poser problème, même si peut-être les playoffs ont montré qu'au contraire, c'était moins grave que ce qu'on pouvait penser. Bah, c'est ça, hein, je pense que les playoffs ont montré qu'effectivement les Nets étaient, beaucoup plus capables en défense, heu, que ce que l'on pensait. Malgré le fait d'avoir des défenseurs, inférieurs, en tout cas en dessous de la moyenne ou à peine dans la moyenne, à de nombreux postes. Pourtant collectivement, ils arrivaient à répondre, et même si ça coûtait de réduire, les rotations, ils ont finalement, dans le roster suffisamment de bons défenseurs. Je pense, voilà cette année à Bruce Brown, Jevon Carter, même DeAndre Bembry, Nicolas Claxton, des profils qui, avec des stars qui vont effectivement se donner, en attaque et qui vont donc un petit peu des fois se reposer en défense, sont tout à fait capables de donner, un plancher correct aux Nets. Alors, il y a une autre question, je pense aussi par rapport aux Nets, c'est qu'ils sont tellement forts en attaque qu'ils peuvent se permettre, de pas être une bonne défense. L'année dernière, ils sont 22e, defensive rating pendant la saison régulière. Ils font tourner l'effectif, très régulièrement et malgré tout, leur attaque est tellement, voilà, intenable qu'ils font partie de ce genre d'équipe qui peuvent se dire: «OK, si on est, dans la moyenne de la ligue, notre attaque va nous permettre de toute façon d'être, d'être dans le top 3 des équipes et des net ratings, en NBA». Et vu que depuis, ils se sont renforcés, qu'ils ont montré qu'il y avait ces joueurs capables, par exemple comme Blake Griffin, j'ai beaucoup aimé Blake Griffin pendant les playoffs. Ouais. C'est-à-dire ce genre de joueurs qui vont aller au sacrifice et qui pourtant ont été des stars et qui se disent: «OK, maintenant mon rôle c'est ça». Et en fait, je crois que Blake Griffin incarnait bien ce qui s'est passé à Brooklyn, c'est que tout le monde connaissait son rôle, sans avoir eu besoin en fait de jouer 70 matchs ensemble pendant la saison régulière, quoi. Donc voilà, ils ont pour moi, améliorer leur banc, ils ont, supprimé certains joueurs qui étaient pas nécessaires, notamment DeAndre Jordan, et c'est pour ça que je trouvais que Claxton, c'était intéressant de montrer ses stats parce qu'effectivement, quand il est sur le terrain, l'équipe encaisse, 11,2 points de moins pour 100 possessions. C'est aussi parce qu'il y a des joueurs médiocres qui ont été retirés de l'effectif, qui lui permettaient de briller de cette manière, et donc maintenant il a la place vraiment pour s'imposer, quoi. Ils n'ont pas besoin d'être bons, juste corrects défensivement, ça leur suffit, le souffle qu'ils peuvent te mettre en attaque, nous dit Val. Oui, c'est très bien dit par rapport à cette saison régulière, et même par rapport à ce que tu disais, il y a des profils de joueurs défensifs dans cette équipe, et ça peut être intéressant en termes d'équilibre à l'approche des playoffs. Et c'est vrai que, comme tu le dis très bien, ils sont tellement forts offensivement pour la SR, que tu n'as pas besoin réellement de te donner à ce point-là en saison régulière pour dominer les débats. Et c'est un peu là où je voulais en venir. Cette équipe des Nets, elle est vue par à peu près tous les observateurs, je crois, comme l'équipe favorite, l'équipe potentiellement à abattre pour cette saison à venir, même en y enlevant Kyrie Irving. Et je sais qu'il y a un article potentiellement qui sortira sur Kyrie Irving sur QI Basket, donc n'hésitez pas à suivre ça. C'est Jérémy en plus qui justement s'est prêté à cet exercice pour parler du meneur des Nets. Et malgré est-ce que voilà, tout le monde s'accorde à dire c'est forcément la meilleure équipe à venir dans cette saison. Est-ce qu'on peut les imaginer perdre? Est-ce qu'on peut les imaginer ne pas réussir à aller en finale? Est-ce qu'on peut les imaginer ne pas obtenir un titre? Alors cette saison ou sur les suivantes, est-ce que tu réussis à avoir potentiellement des équipes concurrentes à cette équipe des Nets? On sort peut-être un petit peu de la preview pour parler d'autres équipes ou mentionner d'autres équipes, mais malgré tout je pense qu'en fait c'est la question qui se pose autour de ces Nets, parce qu'effectivement quand on les analyse de si près, c'est difficile d'y voir des faiblesses en réalité.
Alors, bah, je suis d'accord dans l'idée. Après, est-ce que être favori, ça suffit? C'est un petit peu la même question, tout Ouais. à l'heure, qu'avec les Sixers. On sait très bien qu'il y a déjà un enjeu majeur pour les Nets, c'est les blessures. L'année dernière, parmi les grandes limites que je voyais pas ce trio qui avait été absent et blessé toute la saison, réussir à passer tous les playoffs, sans le moindre pépin physique. Donc il y a cette dimension-là déjà qui entre en jeu, qui fait que les Nets pourraient effectivement ne jamais rien gagner juste par malchance. Et puis il y a, cette dimension qui se rajoute avec, à l'heure ac enfin, autour de Kyrie Irving, avec cette idée qu'à l'heure actuelle, en fait, tant il jouera pas de la saison, quoi. Donc déjà tu perds, un membre de ton trio et puis tu espères soit que la situation se décante, soit un échange, soit éventuellement, voilà, une issue plutôt favorable où les 2 parties s'accordent, mais tu as déjà, voilà, ce gros problème-là qui se profile, alors que la saison n'a pas démarré, quoi. Ouais, on n'en a pas trop parlé parce qu'on en avait déjà plein. Enfin, je parle pour moi. Je l'ai pas trop introduit parce que j'en avais déjà un petit peu plein le sac avec les Sixers de faire une preview sur des éventualités et beaucoup d'hypothèses et de choses pas trop sûres. Mais effectivement, Kyrie Irving pose un questionnement en tout cas autour de ces Nets, même si personnellement je peux tout à fait voir le duo James Harden Kevin Durant suffisamment bon en fait pour que ça pose moins de problèmes en fait de devoir échanger Kyrie ou de le voir s'asseoir toute la saison. J'ai plus l'impression que c'est un problème pour Kyrie Irving le joueur et pour sa legacy. J'ai tendance à penser que ça rend pas moins dangereux en fait les Nets et c'est peut-être dire à quel point cette équipe et ce trio étaient surdimensionnés par rapport à la ligue et à la compétition auquel elle pouvait faire face. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur cette équipe? Déjà que je suis pas d'accord forcément avec, ton Ah bah analyse. parfait. Non, parce que, enfin, la force de ce trio justement de base, c'est que, contrairement par exemple, au trio dont on me parlait l'autre jour avec les Lakers, c'est qu'il est complémentaire Ouais, et le fait d'enlever, même si c'est peut-être le moins fort des 3, ton équipe est quand même beaucoup moins dangereuse offensivement et on a d'ailleurs vu, ce que Kyrie Irving a fait face à Milwaukee, c'était assez brut quoi donc déjà, tu te mets cette dimension, tu perds un joueur très important qui, ouais. du coup, est pas du dead cap, hein, dans ton équipe s'il ne il ne rejoue pas, et puis bon, comme dit, d'ailleurs Val dans le chat, ça oblige aussi éventuellement Harden et Kevin Durant à beaucoup plus s'employer en saison régulière, Ça je suis alors d'accord. qu'une problématique, c'est les blessures. Donc tu aurais aimé qu'ils puissent s'économiser et tourner tous les 3. Et là déjà tu enlèves un joueur qui te permettait de te dire: «Bah, OK, Harden ce soir il joue pas, ah, KD ce soir il joue pas». Donc c'est pas qu'un problème sur le moment où les playoffs arrivent, mais c'est aussi, un problème sur l'ensemble de la saison où tu avais envie de manager ton roster pour éviter que le même scénario que la saison passée se produise, Ouais, quoi. c'est vrai que sur le load management, clairement, ça s'entend et puis ça permet, voilà, quand tu peux faire une rotation avec trois superstars de ce calibre, c'est clairement bénéfique pour ta post-saison pour pouvoir reposer et ça, je le concède totalement. Par rapport à ce que tu disais sur Kyrie et sur ce qu'il faisait en playoff, moi, c'est pas un 10 particulier contre Kyrie en disant qu'il est nul ou quoi que ce soit, hein. Je suis assez objectif pour reconnaître ça et puis j'ai rien vraiment contre le joueur en plus. Simplement, c'est aussi de dire que James Harden était également blessé à la série contre les Bucks et faisait le nombre dans le 5 parce qu'il devait le faire, mais il jouait pas du tout à son niveau. Et ce que je veux dire, c'est que j'ai aucun mal en fait à imaginer que si Kyrie n'avait pas été présent, mais que James Harden avait été présent à un niveau suffisant, bon, à un niveau minimal en fait par rapport à ses standards habituels, qu'ils auraient pu passer en fait cet obstacle Bucks en fait déjà. C'est-à-dire que sans forcément Kyrie Irving, tu vois, parce que l'autre élément, l'autre absence chez ces Nets pendant cette post-season, ça a été Harden finalement. Ah oui, oui, non, mais clairement et puis je suis d'accord avec toi, c'était même assez fou, je trouve, de Oui, voir ces Nets privés de Kyrie et de avec fou. un Harden sur une jambe, arriver à rivaliser avec les Bucks qui, si pour moi, ils étaient pas forcément la meilleure version de ce qu'ils pouvaient être, mais qui était quand même une très grosse équipe, Ouais, ouais. qui était capable à la fois d'être très forte en défense, très forte au rebond, offensivement très solide. C'est vrai que c'était,
Je m'attendais pas à les voir aussi forts. Ah mais je pense que c'est pour ça aussi que ça a laissé une telle impression de domination et que ça donne une telle impression de favori pour les saisons à venir pour ces Nets là, parce que justement ils ont réussi à aller en 7 contre ces Bucks et leur poser d'immenses problèmes, alors que finalement du trio il y avait à la fin de la série en tout cas il y avait plus que KD qui était voilà opérant à son niveau habituel quoi, et ça, de se dire ça, c'est déjà monstrueux en réalité. C'est de se dire que bah voilà, il suffit que James Harden soit à son niveau correct, ne soit pas blessé, et ça suffit en fait en soi. C'est-à-dire que donc si Kyrie en plus peut jouer ou autre, oui là ça devient absolument difficile d'imaginer une concurrence potentielle. Une concurrence potentielle qu'on va devoir de toute façon imaginer, puisqu'on va parler des Bucks tout de suite. Avant de faire peut-être la transition, est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter pour finir sur ces Brooklyn Nets? Non, écoute, je pense que la conclusion est bonne de toute façon, hein, c'est les favoris pour le titre, je pense. Hem, il l'était encore plus, si ce problème, voilà, de Kyrie ne s'était pas posé. Mais ils sont toujours effrayants et effectivement, de les avoir vus capables d'unité déjà la saison dernière, avec un training camp en plus tous ensemble, tu te dis que, bah, s'ils arrivent en forme, va falloir se lever tôt pour les arrêter, quoi. Tom Krabs nous dit Griffin a fait une série exceptionnelle contre les Bucks et j'attends beaucoup de lui cette année. Et c'est ce qui ressortait aussi de ta preview, Jérémy, et que j'aime beaucoup, c'est que oui, il y a Kevin Durant, c'est peut-être le meilleur joueur du monde d'ailleurs actuellement. Oui, il y a James Harden, peut-être sûrement, très certainement un top 10 NBA. Oui, il y a Kyrie Irving. Bon, là c'est peut-être un peu plus compliqué et voilà, plus polémique. Néanmoins, en plus de ce trio, il y a un bon coaching staff. Il y a des joueurs, des role players très intéressants qui peuvent apporter énormément de choses. Et par rapport à ça, c'est ça aussi qui fait toute la dangerosité des Nets et les rend favoris.